Voilà 30 ans disparaissait François Mitterrand. À cette occasion, nous avons donc choisi de vous proposer ce documentaire exclusif réalisé par Catherine Aventurier et écrit par la fille longtemps restée cachée du chef de l'État, Mazarine Pinjot. L'occasion aussi, après ce film, de nous interroger sur ce plateau de débat doc, sur l'évolution de notre rapport à l'intimité de nos responsables politiques. Georges-Marc Benamou est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous, Georges-Marc Benamou. Bonjour, vous êtes producteur et réalisateur, ancien conseiller à la culture et l'audiovisuel de Nicolas Sarkozy. C'est entre 2007 et 2008. Vous avez aussi été un proche de François Mitterrand durant ses années de présidence et lui avez consacré 3 livres qui viennent d'ailleurs d'être réédités. C'est chez Plon, dans une édition unique et intitulée « Dans le secret de Mitterrand ». On y trouve bien entendu le dernier Mitterrand, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Gaspard Ganzer est également avec nous. Bonjour. Bienvenue, vous êtes un spécialiste de la communication politique, ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée. C'était pour vous entre 2014 et 2017. Vous êtes l'auteur de « La politique est un sport de combat » chez Fayard. C'est bien de le rappeler parfois à travers ce type d'ouvrage. Émilie Zapalski est enfin avec nous. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes éditorialiste et conseillère en communication. Vous avez d'ailleurs une agence Oui, à votre nom. Nous venons de voir ce documentaire, ce trait d'union finalement entre Mazarine Pinjot, son père François Mitterrand, à travers l'écriture. La littérature, bien sûr, on a découvert tout cela avec ce film. Mais l'affaire Mazarine Pinjot, puisque c'est comme ça qu'on l'a dénommée à l'époque, a été un secret du chef de l'État dont il avait fait un secret d'État. Et c'est bien de le rappeler. Il avait par ailleurs mobilisé une partie de l'appareil d'État pour tenir ce secret et maintenir ce secret, notamment à travers une cellule d'écoute. À l'Élysée, on lui a d'ailleurs beaucoup reproché après coup, et on peut le comprendre. D'où ma question. Pourquoi avoir gardé ce secret, en avoir fait un secret d'État du côté de François Mitterrand? On peut se poser cette question parce que finalement, on pourrait aussi se dire, bon, de quoi s'agit-il? D'une double vie, d'une histoire de double vie, d'une bonne trentaine d'années, qui a donné naissance à une fille, en l'occurrence Mazarine Pinjot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, oui, et alors? Écoutez, c'est le grand paradoxe, c'est à la fois maintenir ce secret à partir durant les années 80, etc., effectivement dans un contexte qui était différent. Il y avait un autre secret, qui était la maladie, donc il faut reconstituer un pays... Il y avait beaucoup de secrets d'ailleurs. Voilà, un pays, une gauche très vite contestée, fragile, donc on peut se poser la question aussi, comment l'aurait pris l'autre dame, je l'écris aussi, qui a très mal pris cette révélation, c'est-à-dire Danielle Mitterrand. Comment maintenir ce secret? Ça, c'est assez fascinant pendant 20 ans. Et surtout, comment le faire sortir pour la reconnaître, Mazarine, avant qu'il meure? C'est ces deux mouvements. Secret, contenu, on se demande s'il y a même Mitterrand, il n'y avait pas de réseau. Et comment assumer l'existence de Mazarine en novembre 94, je le révèle, et Mitterrand, dans son machiavélisme, a des liens très complexes avec Paris Match, pour faire sortir, accompagner la nouvelle, etc., tout en se plaignant du viol de l'info, quoi. Mais j'ai assisté au montage de l'opération. Il m'a annoncé Paris Match, la fameuse photo qu'on voit aux Invalides. Roland Dumas était à la manœuvre pour négocier la sortie avec Roger Théron, l'historique patron de Paris Match. Donc, maintenir le secret et le faire sortir, c'est assez paradoxal. Mais dans les discussions personnelles, intimes pour le coup, vous avez eu avec lui, est-ce qu'il a justifié le fait d'avoir maintenu ce secret? J'ai vu Christophe Barbier, qui lui aussi s'est intéressé aux derniers jours de Mitterrand, à travers un ouvrage, disait « mais tout ça est très politique, c'est une affaire de communication ». En 94, il y a ce qu'a été François Mitterrand sous le régime de Vichy, qui commence là aussi à apparaître, il y a cette relation avec Bousquet, et là c'est la thèse de notre confrère Christophe Barbier, le fait d'avoir rendu public l'existence de cette fille aurait contribué à détourner les regards de tout cela. Est-ce que ça vous paraît je ne crois pas. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour Barbier, mais c'est une vision un petit peu générale. Non, je pense qu'avant de mourir, il voulait solder les comptes. Solder les comptes Vichy, solder les comptes Mazarine, solder les comptes avec le Parti Socialiste. C'est mon interprétation. Je ne pense pas qu'il ait été, on peut être anti-mitterrandien, suffisamment cynique pour révéler l'existence de sa fille pour empêcher qu'on parle de Pétain. Ça, je pense que Barbier se fait des nœuds dans la tête.
Autre temps, autre mœurs, est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça? Parce que les Français, on va peut-être y venir, en ont vu d'autres, avec les chefs d'État qui ont suivi concernant l'intimité de leur couple, Ah oui, il y en a eu beaucoup. l'intimité de leur vie. Oui, les Français Autre temps, autre mœurs concernant Mitterrand? Je sais pas. En tout cas, je pense que ce qu'il a fait à l'époque ne serait plus possible aujourd'hui parce qu'on a une société une exigence beaucoup plus forte en matière de transparence, qui respecte beaucoup moins la vie privée. Un peu de la faute des politiques d'ailleurs, qui l'ont beaucoup mis en scène, mais aussi des citoyens qui ont un appétit. Et puis on est dans la civilisation du numérique et d'Internet et des réseaux sociaux. C'est très difficile de se cacher. Tout finit toujours par se savoir. Donc mener une double vie, ça finit toujours par se savoir aussi. Je comprends pourquoi il l'a fait à l'époque, sans doute pour protéger sa fille. C'est très noble de vouloir protéger sa fille. Et je comprends aussi pourquoi est-ce qu'il a voulu à un moment... Même si elle en a souffert, on le comprend aussi Oui. évidemment beaucoup à travers Oui, c'est un très beau ce documentaire. témoignage. Ce qu'elle a écrit, c'est très touchant. D'ailleurs, ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit dans ce documentaire est vraiment très, très, très touchant, très beau. Elle en a souffert et en même temps, on sent l'amour incroyable entre un père et sa fille. Ça peut que tous nous toucher. Mais je crois que ça serait plus possible aujourd'hui, non pas pour des raisons morales. Je pense que les questions de double vie, de famille recomposée, de famille cachée, je pense que ça existe encore assez largement aujourd'hui. Mais pour un homme ou une femme politique, aujourd'hui, ça serait plus possible. Tout finirait toujours par se savoir. Alors, c'est vrai que d'autres chefs de l'État ont suivi. On va passer Jacques Chirac. On a assez peu de choses sur la vie intime de Chirac. Il y a eu cette bonne rumeur, vous savez, excusez-moi de vous couper, sur le jour de la mort de Lady Di, quand même, qui est absolument exceptionnel, où en fait on n'arrivait pas à le retrouver. Alors on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, mais on ne savait pas où il était. Visiblement, il n'était pas à la maison avec Bernadette, mais bon, on ne sait pas avec qui il était. Nicolas Sarkozy, un divorce, Cécilia, un divorce, un mariage, une première, Carla quand Bruni même, et une fille Il en joue issue beaucoup. de cette nouvelle union avec Carla Bruni, tout ça sous son quinquennat tout de même, et puis François Hollande, et c'est là que je voulais évidemment en venir. Vous n'étiez pas encore en poste à l'Élysée où les Non, choses j'ai sont regretté passées. d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait C'est été la très une de bon pour Closer, moi. janvier, voilà. Non, j'ai vécu autre chose quelques mois plus tard. J'ai vécu Janvier la sortie- 2014. Alors, je rappelle quand même pour nos Pardon, téléspectateurs, la une de Closer, journal People, peut-être pas classifié à l'époque au même niveau que Paris Match, où les choses pouvaient être entendues, arrangées, comme vous venez de le dire. Donc Closer, avec cette fameuse photo de François Hollande, avec son casque, son scooter, qui révèle sa relation avec l'actrice et la comédienne Julie Gaillet. D'ailleurs, on ne voit pas le couple en photo. Non. Il y a 7 pages en intérieur. Bon, là, on est dans une autre époque. Oui, moi j'étais pas là à l'époque, j'ai vécu d'autres choses après, parce que Voici aussi avait fait une plus Vous tard. arrivez juste après. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, il est peut-être arrivé parce que Non, fallait remettre de l'ordre un petit peu dans la maison Il y Élysée. a plein de motifs qui ont fait que je suis arrivé, mais c'était en tout cas au cœur de mon action, la protection de la vie privée du chef de l'État. Et quelques mois plus tard, il y a eu la sortie de ce livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment. Je vous dire que ça m'a bien occupé à l'époque. Non, François Hollande voulait absolument que sa vie protégée soit privée, soit vie privée, soit protégée. Les deux fonctionnent. Il le tenait beaucoup parce qu'en fait, il y a une vision assez classique de l'action politique dans lequel il considère que la vie privée est la vie privée, la vie publique est la vie publique. Et on ne doit pas tout savoir sur le chef de l'État à partir du moment où les choses sont faites dans les règles. C'est-à-dire qu'on ne détourne pas des fonds publics, des deniers publics, etc. C'était sa vision. Avec des trous dans la raquette. Oui, visiblement, ça n'a pas été particulièrement efficace. Mais derrière, déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très difficile de cacher des choses sur sa vie privée quand on est un président de la République parce que vous êtes au cœur de toute l'attention, un peu comme une star hollywoodienne. Et d'autre part, parce qu'en fait, ça suscite de l'appétit économique, parce que derrière, il y a beaucoup d'argent à la clé pour les closers, Voici. On va y etc. revenir, c'est très vendeur. Ouais, très vendeur. Et la deuxième chose, il y avait quand même, il ne faut pas oublier derrière, sans sombrer dans le complotisme, que tout ça derrière, il y a aussi des gens qui sont très très proches de Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy n'est pas à la manœuvre, mais le photographe qui prend la photo, Mimi Marchand qui gère l'agence des photographes, etc. C'est des gens qui étaient en très grande proximité avec les équipes de Nicolas Sarkozy, et donc qui ont dû aussi être ravis, non pas sur commande, mais sans doute par volonté, de déstabiliser, parce que ça a été très déstabilisateur pour François Hollande. C'est un des coups qui ont été les plus préjudiciables, parce qu'en fait, il est apparu un peu d'une certaine manière comme un peu ridicule pour certains. Et donc, ça lui a été très difficile à survivre. Alors là, est-ce qu'on peut appeler ça la pipolisation? Alors la pipolisation ne date pas ni de Sarkozy, ni de Ferrand, on peut la refaire monter bien avant. La relation à l'intime avec nos responsables politiques, on pourrait la qualifier comment? C'est la fameuse pipolisation qu'on a vu apparaître à partir de Giscard et son accordéon sur les plateaux de télé, Lionel Jospin l'Austère qui se met à chanter
feuilles mortes. Oui, ça fait partie intégrante des jeux sur lesquels ils jouent vraiment. Ils se construisent une communication, une réputation. D'ailleurs, parfois, on pourrait dire au détriment des idées. Hein. On est plus sur une personnalisation qui attire beaucoup et on s'accroche à des détails, des relations, des façons de se comporter, des postures, plus que sur les idées. On a l'impression que c'est un peu les vases communicants. Moins il y a d'idées, plus il y a de communication sur les personnalités politiques. Moi, je pense qu'il peut y avoir encore une vie privée des politiques. Ce qu'on demande de plus en plus, c'est une cohérence entre ce qui est présenté en termes de communication et ce qui est vécu. Et je vais prendre un exemple assez flagrant, Benjamin Griveaux, qui présentait durant sa campagne pour les municipales de Paris son couple, ses enfants, etc. Et puis, dramatique parce que des photos fuitent sur une relation qu'il aurait eue alors qu'il allait avoir, je crois, un enfant. Et là, tout d'un coup, c'est incohérent. Il y a quelque chose... Il y a même une vidéo. Il y a une vidéo, il y a des choses quand même très explicites sur la relation qu'il a pu avoir, très sexuelle. C'était son sexe en vidéo et en photo. Et là, je pense que les Français, les Françaises, la vie privée, ils peuvent la respecter et ça ne vient pas brouiller les pistes, sauf quand c'est pas du tout cohérent avec la communication qui est réalisée pour une campagne politique ou quoi. Et regardez Sarkozy. Nicolas Sarkozy s'en est servi beaucoup. Je crois pas que ça a énormément gêné. Il s'en sert encore. Il passe de la prison à Journal d'un prisonnier avec des files d'attente énormes pour savoir ce qu'il a vécu en prison. D'ailleurs, il le dit de manière c'est un petit peu excessif, sa façon de le dire, un petit peu limite. Mais mais ça reste très cohérent, sa relation avec Carla Bruni. On le voit danser sur Instagram avec Carla Bruni pour exprimer tout ça. Ça marche très bien, les ficelles sont bien verrouillées, il y a quelque chose de très cohérent. Donc je crois que c'est plutôt ça. Après, il y a un autre point que je voulais dire, c'est que là, le secret de François Mitterrand, il est resté bien caché. Il y a des secrets qui n'en sont pas, qui ne sont pas des réalités. Je prendrais Brigitte Macron, et qui pourtant font toutes les unes des médias. Donc ça, c'est incroyable. C'est qu'on est à une époque où on se fabrique nous-mêmes nos secrets parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de croustillant. C'est un peu de l'ordre du complotisme, je parle de ça, de la rumeur selon laquelle elle serait un homme, mais qui tourne énormément. Et là, on est dans l'intimité, dans une intimité qui n'existe pas, mais qui fait parler. On a parlé du cas François Mitterrand, on a évoqué celui de Nicolas Sarkozy. Là, on est déjà dans une autre époque. Il était c'était plus compréhensible pour l'opinion, cette évolution des mœurs, de ces familles recomposées, l'explosion des familles. Bon, finalement, de quitter sa femme, de se marier avec une autre, tout cela peut-être passait mieux aux yeux de l'opinion, ne détoriait pas autant l'image d'un chef d'État. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Sur la question du divorce qui aurait été impensable, Michel Rocard hésitait à divorcer. Enfin, je veux dire, il a traîné ça comme un boulet. Et c'était il y a 30 ans, c'est pas si longtemps. Moi, j'ai l'impression que malgré les réseaux sociaux, la modernité, la prolifération informationnelle, les hommes politiques auraient intérêt à être discrets. Je pense aussi, selon le principe du corps du roi. C'est ce grand historien polonais qui a écrit les 2 corps du roi. Le corps du roi doit être digne. Et par ailleurs, le chef, théorie un peu bizarre, mais le chef doit se donner au peuple. Il ne doit pas se donner à sa femme, à ses enfants, etc. Au nom de ces 2 principes, je pense que malgré la modernité, les gens auraient intérêt à la cohérence et à la sobriété. Tout ce qui est exposition trop importante se casse la gueule. Enfin, c'est votre avis. Alors, attendez, cette exposition, Georges-Marc Benamou est abîmé par le casque et le ridicule du scooter. Mais cette exposition, à qui la faute, on a envie de dire? Aux médias? Les deux. Il y a peut-être un peu des imprudences. Il y a peut-être eu un peu des imprudences quand même. Et voilà, parce que par rapport à la sécurité ou quoi, on peut imaginer que c'est quand même un peu délicat de retrouver un président sur un scooter dans une rue. Il était protégé. Enfin, là, pour le coup, il était protégé, il était avec sa sécurité. Donc ça, déjà, ça serait un autre élément de discussion. Non, le sujet, c'est que il pensait que sa vie privée n'avait pas de prix, et donc il pouvait la sauvegarder. Enfin, je pense qu'on n'a pas à avoir d'appréciation morale sur son comportement. Peut-être. Peut-être. Il n'y a pas d'appréciation morale à avoir sur son comportement. Je pense que François Hollande n'est pas le seul à avoir eu une aventure extra-conjugale. En revanche, c'est le penser que ça n'allait pas se savoir, c'était peut-être là l'erreur qui a été commise. C'est de naïveté. La naïveté de penser que ça ne va pas se savoir, la naïveté de recevoir des journalistes avec qui il picole, qui racontent sa vie. C'est toutes les naïvetés de M. Hollande. Il y en a une autre qui a eu à gérer en partie Gaspard. Ah, ça, j'ai eu le... Il y en a une autre qui maîtrise sa vie privée et qui assume tout ce qu'elle fait, mais tout en cachant, c'est Rachida Dati, quand même, avec une naissance
naissance dont au départ on ne connaît pas le père. Elle dit moi ça me regarde, j'ai les relations que je veux. Moi je trouve ça doublement intéressant, c'est qu'elle arrive à dire c'est ma vie privée, j'assume, et c'est une femme. Et ça c'est peut-être plus compliqué parce que là pour l'instant on ne parle que d'hommes, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de femme présidente. Mais les relations intimes et la vie privée des femmes politiques, moi je trouve que Rachida Dati, elle a une communication quand même très très intéressante. Ça l'affaiblit pas du tout, au contraire, elle est dans son temps, une femme qui a des relations avec des hommes, qui assume, qui a un père qui ne s'occupera pas de sa fille ou indirectement, dont elle demande d'ailleurs vraiment à savoir la paternité avec un test ADN. Je trouve que c'est quelque chose qui révèle d'une société qui évolue et qui avance avec une gestion de la vie privée un peu différente. Alors en même temps, elle a été un peu moins transparente sur son patrimoine. Là, on parle de l'intimité privée et des relations entre hommes et femmes. En tout cas, la confession intime avec des responsables politiques, c'est presque devenu un genre de télévision. Ça fait beaucoup d'audience. Ça fait beaucoup d'audience. Si on compare l'audience de ce type d'émission avec de vraies émissions politiques, autrement dit, une interview politique, l'audience n'est pas comparable. Je pensais à une émission comme Ambition Intime. Ambition Intime, c'est Karine Le Marchand qui a installé cette émission. Elle l'a fait une première fois en 2016, la campagne présidentielle. Et puis, ça a tellement bien marché qu'elle a remis le couvert ensuite pour la campagne suivante. Cette fois, uniquement avec des femmes, d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient sur la ligne de départ. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Marine Le Pen. Voilà, entre autres. C'est devenu un genre en tant que tel parce que ça marche, parce que ça fait de l'audience. Mais qu'est-ce que nous donnent réellement les responsables politiques dans ce genre d'émission ? Bon, c'est très calibré quand même, c'est très calibré. Donc, écoutez, moi, ça marche en effet, c'est la pipolisation. 2, c'est très calibré. 3, c'est presque un crash test, je ne sais pas ce qu'en pensent les communicants, un crash test nécessaire. Moi, je ne suis pas sûr non plus que ce soit très intéressant pour la vie démocratique. Non, mais dans l'image, moi je me souviens très bien de François Fillon, ça avait été très bénéfique, cette histoire-là, parce que cette émission, parce qu'il avait du mal peut-être... 2016, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ouais. Après, bon, il y a eu d'autres déboires financiers qui ont été plus compliqués, qui ont arrêté son ambition. Et d'ailleurs, c'était aussi lié à la vie privée, ces déboires. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait du mal à briser l'armure. On dit toujours, il faut, à un moment ou un autre, commencer à se confier, parler de soi. Et il n'y arrivait pas, quelque part, c'était pas possible pour cet homme-là. Et Karine Le Marchand a réussi à l'amener à ça. Et je pense que ça lui a été assez favorable à ce moment-là. Marine Le Pen aussi, une espèce de chaleur, les chats, le fait qu'elle soit mère célibataire, qu'elle vive seule avec une amie. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communication beaucoup plus chaleureuse que les hommes et les femmes politiques ont peut-être parfois du mal à livrer. Et Karine Le Marchand sait aller chercher ce genre de choses. Elle le redit d'ailleurs, elle dit mais ça permet d'intéresser à la politique des personnes qui s'y intéressent pas. Voilà. Ça apporte pas pardon. Les chats de Marine Le Pen, ça vaut toutes les campagnes publicitaires. C'est ça. Donc il y a une sorte de connivence qui attire le public, mais ça fait partie d'un plan média. Les chats et Marine Le Pen, c'est un acte politique de l'avoir promis. Moi, Karine Le Marchand a du talent, c'est indiscutable, et elle a senti quelque chose dans la société ou dans l'appétit des téléspectateurs. Avant elle, il y a eu Anne Sinclair. Oui, bien sûr, mais je pense pas du tout. Le Pen, mais je pense pas du tout qu'on doive servir nécessairement aux citoyens ou aux téléspectateurs tout ce qu'ils peuvent attendre, y compris leurs plus vils instincts. Je pense qu'il y a des limites. Karine Le Marchand, qui encore une fois a beaucoup de talent, avait proposé à François Hollande de faire cette émission à un moment où on se posait la question de est-ce que François Hollande allait être candidat ou pas à sa réélection. Il ne l'a pas été finalement, et on avait refusé sans doute parce que François Hollande n'avait pas envie de revenir sur sa vie privée qui avait été très largement exposée, mais même parce qu'il pensait que ce n'était pas le rôle d'un homme politique de faire cela. Et puis moi je pense, mais vous l'avez dit tout à l'heure très justement et je réenfonce le clou, je pense que parler de la vie privée, trop parler de la vie privée, ça détourne de l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse dans la candidature de Marine Le Pen... Non, mais c'est peut-être l'idée pour les responsables politiques. Oui, bien sûr, mais justement, ça me gêne. Les médias n'ont pas à être complices de ça. Moi, ce qui m'intéresse dans les propositions de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle propose, justement, sur l'immigration et autres. C'est que moi, personnellement, je conteste. Je m'en fous complètement de savoir qu'elle a des chats. Oui, mais justement, ça me pose un problème. Donc, résultat, je ne pense pas que ça soit le rôle des médias de venir effacer les âpretés idéologiques au bénéfice de choses qui concernent la vie privée. Les dictateurs de ce monde, tous les salauds de notre histoire, je me fous de savoir s'ils aimaient le rouge, le vert, les chats, les chiens, les maisons à la campagne ou les films au cinéma. Ce que je veux savoir, c'est quelles sont les propositions des gens.
Moi, je suis pas complètement d'accord. Je trouve ça dommage, en effet, qu'on s'attache plutôt à ça. De ces émissions. Voilà, moi, je pense que c'est dommage, en effet, de s'attacher plutôt à la vie privée des politiques plutôt qu'à des idées construites, mais c'est incontournable à l'heure actuelle, et les réseaux sociaux donnent cette accessibilité un peu immédiate, directe. C'est incontournable dans l'image d'un responsable politique. On est obligé d'avoir tous ces volets-là, privés. Pas forcément. Regardez Bardella. Attendez, le contre-exemple, c'est Bardella, à qui beaucoup de médias, TikTok, ici, déroulent le tapis rouge, mais il parle pas on sait rien de sa vie privée. Enfin, pour l'instant. Et ça ne me dérange pas, pour l'instant. On va voir. Et il réussit pour l'instant à être très populaire sans avoir dévoilé sa vie privée, à part qu'on sait qu'il a été élevé en banlieue par une mère et son père un peu absent. Mais enfin, on ne sait pas grand-chose. Donc... Oui, mais pour l'instant, il n'est pas interrogé véritablement. Il est un peu sur les premières marches de son ambition présidentielle, si elle en est. Mais moi, ce que je pense, c'est plutôt construire tous ces volets-là et pouvoir un peu les maîtriser. Moi, ça ne me choque pas, cette émission, parce que, en effet, cette émission de Karine Le Marchand, c'est vrai, il y a des gens qui vont s'intéresser à la politique à travers ça. On espère pouvoir les accrocher sur d'autres choses, mais ça fait partie des palettes des hommes politiques de savoir s'adresser aux gens. Regardez Emmanuel Macron. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'y a pas d'empathie, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir, à regarder, à considérer les autres. Et c'est un peu ça ce qu'elle fait Karine Le Marchand, c'est dire, regardez, ces hommes politiques, ils sont comme vous, ces hommes et ces femmes, ils ont des émotions, ils ont une vie privée, ils ont un quotidien. Évidemment, on espère qu'il y a la construction derrière, mais je pense que c'est incontournable de gérer cette communication-là et de ne pas se faire avoir. Après, c'est autre chose d'être pris par des paparazzis et de ne pas être en cohérence, comme je disais avec Benjamin Griveaux, de ne pas être en cohérence du tout avec l'image qu'on construit. C'est là où c'est dramatique. Moi, il me semblerait qu'il y aurait une éthique qui est, pour les personnalités politiques de premier plan, qui est la sobriété. Alors, pas la DSK, alors. Oui, c'est bien sûr, non, mais la sobriété. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. On peut dire aujourd'hui que les photos de Voici Gala, Mimi Marchand, de Macron sur la plage avec Brigitte Macron ont participé de l'élection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire beaucoup de covers, de couverture à l'occasion de 2016-2017 avec le couple Macron. Organisé. Ça a frémi. Avec cette différence d'âge d'ailleurs dans ce couple. Michel Rocard à l'Élysée chez Hollande. Le Premier ministre arrive, ça devait être Valls. Tout le monde s'en fout, il y avait une grande réception. Le ministre de l'économie arrive avec Brigitte Macron, on voit un frémissement balsacien autour de lui. J'étais là, je pourrais filmer. Donc, Mimi Marchand a contribué à l'élection de Brigitte Macron de manière incroyable. Les photos de la plage. Il nous reste 2 minutes. On a un peu évoqué le sujet en parlant de Jordan Bardella. Il n'a qu'à regarder le nombre d'abonnements qu'il a sur Instagram, TikTok, etc. Oui. Voilà cette nouvelle génération de politiques qui a construit sa notoriété sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut mettre sa vie intime en regardant son smartphone comme ça, et on peut illustrer sa vie intime et la proposer telle qu'on a envie de la montrer à ceux qui sont vos abonnés. Mais oui, les gens le font. Attention à ça, ou ça fait aujourd'hui partie d'une manière de donner un peu de son intimité à tous ces C'est bien joué à court terme. Abonnés. C'est bien joué à court terme pour gagner en notoriété, mais aussi en popularité. Jordan Bardella, à l'évidence, le fait très bien, comme le font tous les Français qui ici filment en permanence sur les réseaux sociaux. Mais tout ça est très faux, très fake en réalité, parce que la vie privée, c'est pas ça. La vie privée, elle est pleine de beaucoup plus de complexité. La vie intime, c'est pas simplement pousser des haltères ou aimer les chats ou les chiens. C'est beaucoup plus complexe, les relations humaines, les relations amoureuses, les relations familiales. Et donc moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux de la mise en scène par les hommes politiques de leur vie privée me semble être une farce ou un mythe, en tout cas. Et je pense que c'est très risqué de vouloir faire croire pour un homme ou une femme politique qu'il s'agit de la vérité, parce que ça ne l'est pas. Et un jour, les gens se prennent au jeu. Vous voulez parler de votre vie privée, et on va vraiment la regarder. Non, moi je pense que ça masque l'essentiel, vous l'avez dit tout à l'heure. Le manque d'idées. Oui. Alors là, on est pile poil dans une société de communication. C'est le spectacle avant tout et très peu les idées. Moi, j'espère qu'un jour ça changera, mais pour l'instant, on en est là. On en est là. Très peu de débats, très peu d'idées. Moi, je pense que c'est incontournable. Vous iriez jusqu'à dire que tout ce qu'on s'est dit sur ces émissions, confessions, l'utilisation de ces réseaux sociaux contribue grandement à dédiaboliser, par exemple, un certain nombre de responsables politiques qui défendent des idées extrémistes ou qu'on qualifie d'extrémistes. Alors ça vaut pour la droite, ça vaut pour la gauche.
gauche. Georges Marc donnait l'exemple des chats, évidemment. Les chats, chaleur humaine, sociale, pouvoir d'achat, enfin on y met énormément de choses, alors que dans la réalité, c'est vrai que les mesures du Rassemblement national ne sont pas du tout à la hauteur, d'autant plus que Jordan Bardella est beaucoup plus libéral que Marine Le Pen. Donc on est dans un jeu de faux semblants, mais qui fonctionne. Donc moi je pense qu'il vaut mieux une campagne de communication comme ça, maîtrisée, y compris sur l'intime, mais totalement maîtrisée, qui raconte quelque chose, que plutôt des images volées qui ne construisent pas du tout une image complète. On va finir avec vous, Georges-Marc Benamou, et on va boucler la boucle sur François Mitterrand. Les lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot, publiées 20 ans après sa mort. 1218 lettres écrites de la main de François Mitterrand, lettres d'amour. Alors là, on est dans un domaine ultra confidentiel, ultra intime. 20 ans après, fallait-il les publier? Pourquoi on prend une telle décision, en réalité, après ce qu'on connaît de cette histoire? Je pense que ça va rester comme une grande histoire d'amour, étrangement. Après Camus, Maria Casares, et cette correspondance, ça s'inscrit assez bien. C'est-à-dire, il y a deux livres, il y a le livre des lettres, et ce qui est assez fascinant, le livre des dessins aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai les collages. Comment, dans les années 60, 70, vous devez un peu s'emmerder quand même. Ils faisaient des collages, des dessins, c'est magnifique. Oui, mais c'est du domaine de la littérature et de l'art, là. On n'est pas dans le domaine de TikTok. Ça avait une autre classe. Ouais. Dans ses lettres à Anne, 1962-1995, on remarquera tout de même au passage que ne figurent pas les correspondances qui sont allées dans l'autre sens. Ouais. Où sont ces lettres à François Mitterrand, parce que elle, Anne Pinjot, a souhaité que tout cela reste dans la sphère personnelle. Un grand merci, vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission Débat Doc aujourd'hui, après ce documentaire écrit, raconté par Mazarine Pinjot à propos donc de cette relation littéraire. On va dire les choses comme ça, globalement, avec son père François Mitterrand, décédé maintenant il y a 30 ans. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Cavalda, Thibaut Brosset-Ekel, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à la présenter. Prochain rendez-vous avec DébatDoc, ça sera bien sûr ici, même place, même heure, et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.